Donc, je le disais toujours à propos de ce livre que, contrairement aux deux précédents romans de Bougarsar, Terre Sainte et Silence du cœur, ce troisième de Purs Hommes n'est pas polyphonique. Donc, il y a un seul narrateur tout du long. C'était ça celui d'avant. Et Silence du cœur, Terre Sainte doit être quelque part de mon bordel. Donc, ce troisième roman, on est plus proche. Voilà, on se sent plus proche parce que le narrateur est unique, parce que les personnages, on semble les connaître, ils semblent être des personnages proches de nous. Euh, et puis, bon, ce sur quoi j'aurais dû commencer, c'est évidemment, on parle de quoi? Ndéné, je l'ai dit, Ndéné, c'est voilà, une espèce d'homophobie molle. Il découvre ce cadavre qui est un jour sorti du cimetière et on le balance, on va le rebalancer à sa mère, parce qu'on estime que l'homosexuel ne peut pas être enterré dans un cimetière musulman. Et à partir de là, dans sa tête, il y a un truc qui se passe. Il commence à se poser plein de questions, et en fait, il veut savoir euh, qui est cet homosexuel, qui est cet homme, enfin, c'est soi-disant homosexuel, qui est cet homme, euh, pour, comment les gens font pour en arriver là, pour aller, une foule délirante, aller déterrer le corps d'un homme. Et donc, par ses relations avec Angela, il retrouve la trace de la maman de cet homme, qui lui raconte donc qui était cet homme. Et en fait, petit à petit, avec lui, il y a des dialogues qui s'établissent, avec son père d'abord, parce que Ndéné est fils d'un imam donc, très conservateur, un musulman très très conservateur, qui aime son fils, hein, qui aime machin, mais très très conservateur, qui à un moment lui sort une diatribe extrêmement violente extrêmement homophobe, pardon, violente contre les musulmans, euh, et qui fait un prêche d'ailleurs. Donc, Ndéné, c'est un musulman par, on va dire, par lien familial, il n'y croit pas vraiment, mais il y va parce que son père est imam et que de toutes les façons, il faut bien sacrifier à quelques contraintes sociales. Et donc son père ne fait, c'est quelqu'un qui est radicalement anti, euh, assez homophobe, mais il a le malheur parce qu'il a une posture et il explique, donc une discussion déjà avec son fils, et il a le malheur de dire lors un des prêches où il désingue l'homosexualité, il désingue les homosexuels. Par contre, à la fin, il dit ces gens-là, il faut prier pour eux. Donc, comme il estime qu'ils sont malades, donc il faut prier pour eux pour qu'ils retrouvent le salut. Et rien que le fait qu'il ose dire qu'il faille prier pour eux suffit à le mettre au banc de sa société, au banc de sa mosquée. À quel point où on ne tolère même pas la compassion de la prière pour les homosexuels dans cet environnement. Donc, dans cet environnement-là, où plein de choses, il y a des luttes de pouvoir quand même dans cette mosquée, hein, faut pas, il n'y a pas que cette question d'homosexualité, mais en fait, le plus radical, évidemment, prend le pouvoir. Il est professeur d'université, il a des échanges avec un de ses professeurs, le professeur Colli, il a des échanges avec... Donc, à un moment, il y a une rumeur qui enfle, qui commence aussi à le taxer d'homosexuel. Pourquoi? Simplement parce que il a osé non seulement s'intéresser à cet homme qu'on a déterré, mais en plus, il ose insister pour que l'on continue, qu'on le continue à enseigner les poèmes de Verlaine, alors que l'Académie a interdit qu'on enseigne les poètes qui étaient clairement homosexuels. Donc évidemment, il suffit de ça. Il y a un passage d'ailleurs qui est très intéressant où euh, le, le professeur dit de toute façon, à partir du moment où on ne fait que évoquer l'homosexualité, on se retrouve pour coupable, on se trouve d'être homosexuel. Il dit, et ce qui est très intéressant, c'est que Mohamed Bougarsar parle pas seulement de l'homosexualité, mais parle de la tradition, notamment en introduisant le concept de Gordigan qui n'existe qu'au Sénégal, enfin, qui existe au Sénégal, qui n'existe pas au Congo. J'essaie de faire des relations avec ce que je connais. Le Gordigan, c'est un personnage qui est dans la vie de tous les jours, qui participe au mariage, qui est dans l'organisation. C'est un amuseur public, c'est le fou du roi. Et il a toujours existé. Et là, tout d'un coup, il y a une crispation par rapport à ces Gordigans, euh, dans un très bon passage où il explique qu'au Sénégal, on a toujours mis dans le mot gordigan, donc, qui aujourd'hui est traduit comme homosexuel, mais il dit, il y a un passage qui explique bien que on y met tout le monde. On y met les transsexuels, les travestis, simplement les personnes qui sont un peu androgynes, qui sont un peu efféminées. On met tout le monde dans le chapeau gordigan. Jusqu'à pendant longtemps, ça n'a jamais posé question
à la société sénégalaise, puis tout d'un coup, il y a une crispation énorme. Je me rappelle d'une discussion avec Radiane, l'écrivaine sénégalaise, très 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 grande écrivaine, qui, dans un échange, je crois, c'était bien avec Radiane, qui disait à un moment qu'en fait, les Sénégalais, dans leur hypocrisie, acceptaient les Gordiganes tant qu'ils oubliaient que ces gens-là avaient aussi une sexualité. Et en faisant le parallèle avec ce roman de Bougarsar, euh, on se rend compte qu'effectivement, on a l'impression que, puisque évidemment l'Occident est accusé d'avoir apporté l'homosexualité au niveau de l'Afrique, mais peut-être que l'Occident a en fait simplement, l'Occident, la télévision surtout, a simplement peut-être dit aux gens, montré aux gens que le gordigan, l'homosexuel, c'est pas seulement la sexualité, et c'est pas seulement la fête et l'organisation et le, le flanflan, mais c'est aussi, ils ont aussi une sexualité, donc que ces gens-là baisent. Mais à partir du moment où les gens commencent à imaginer que ces gens-là baisent, bah, ça a été un déclencheur. Il y a, sur un passage, parce que on parle du roman, ce qui est bien, c'est que il met le doigt, il est extrêmement puissant ce roman, il met le doigt sur des problématiques très fortes, sans être donneur de leçons, et magnifiquement mise en scène, très proche de nous, c'est magistral. Comme j'ai mis dernièrement, on ne cherche pas à vous transformer en militant engagé, homophile, non, on cherche juste à vous rappeler à l'humanité envers tout le monde, parce que ce roman fait surtout ça, un rappel à l'humanité. Euh, Il y a un passage où Ndéné parle avec un célèbre euh, qui est Samba Hawa Nyang, qui est un Gordian, qui est quelqu'un qui anime les sabars. Les sabars, ce sont des espèces de regroupements de danse traditionnelles, si on veut. Un sabar, faut avoir vu pour. C'est magnifiquement expliqué dans ce roman de Bougarsar, mais je serais incapable de vous expliquer ce que c'est qu'un sabar. Faut le voir, faut le vivre, faut le ressentir, le sabar. Bref, Samba Awa Nyang anime ces sabars, donc grimé en femme, hein, ou plutôt habillé en femme, je ne dirais pas le mot grimé. Et donc, c'est l'un des Gordigans les plus célèbres. Tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est un Gordigan. Mais par contre, étrangement, les gens l'aiment. Donc, Néné se pose des questions en se disant, mais dans un pays où on trucide aussi facilement les homosexuels, comment ça se fait que Samba Awandiang, que tout le monde sait homosexuel, est, est vraiment célèbre, idolâtré et tout, que les gens l'adorent. Et il a un super échange avec Samba Awanyang, qui lui veut d'ailleurs de renforcer la rumeur autour duquel, euh, la rumeur disant qu'il est homosexuel. Et là, c'est un échange avec Samba Nyang. Euh, donc il lui demande pourquoi il est aimé alors qu'il est perçu comme homosexuel. Donc là, la réponse de Samba Awanyang. Je ne sais pas. Au fond, je ne sais pas, au fond, ce que je dois te répondre, reprit-il. Je ne sais pas. Pour être honnête, chaque fois que je participe à un sabar ou autre, je sais que je peux y mourir. Il suffirait qu'on oublie un temps que j'anime la fête. Il suffirait que je cesse un temps de captiver les spectateurs pour qu'ils m'agressent et me tuent. Ma vie ne tient à rien. Je la risque à chaque apparition publique. Chaque sortie peut être la dernière. C'est pourquoi j'essaie de bien faire mon travail. Je m'investis. Je travaille mes taassous, mon apparence, mes perruques, les chorégraphies. Tout est étudié dans le détail. C'est peut-être ça qui me maintient en vie. Il y a autre chose. Mes performances sont un jeu. Je me mets en scène d'une certaine manière. Je joue à être quelqu'un d'autre, un personnage. C'est le principe même du travestissement. Les spectateurs croient que je joue, ce qui leur fait oublier que je suis un Gordigan. Ils pensent peut-être que j'exagère le personnage. C'est ça aussi qui me protège, je pense. Je n'apparais jamais comme un Gordigan, mais comme un personnage de Gordigan. Pourtant, un jour, peut-être, l'illusion s'arrêtera. La vérité se découvrira. On ne peut rien cacher à l'inquisition sociale. Et ce jour-là, la foule réclamera ma tête et l'aura. Donc ça, c'est le personnage qui explique, en fait, comment dans l'esprit des gens, tant qu'on reste dans l'amusement, tant qu'on reste dans le folklore, on est immunisé. Ce livre est magnifique.
j'ai pas insisté sur l'écriture parce que je pense que dans les chroniques, dans tout ce dont j'ai parlé sur les livres sur cet auteur, j'ai toujours insisté sur le fait, la maestria de son écriture. Mohamed Bougarsar écrit extrêmement bien. Ce garçon est non seulement un érudit de la littérature, puisque on voit les codes d'écriture qu'il a, on voit les références qu'il instille, un peu moins que dans Silence du cœur, où on est les références à la mythologie grecque sont énormes, sont extrêmement présentes. Sicile, évidemment, le thème le veut. Là, il y en a peut-être un peu moins sur la mythologie, même si dès le début, il y a quelques petites touches, mais les références sont extrêmement nombreuses. Ce garçon écrit magistralement bien. On sent l'érudition. Au début, même, ça peut effrayer au début. Après, on rentre dans un langage un peu plus fluide, je dirais. Quand c'est le monologue, peut-être que là, on peut être effrayé par cet auteur qui nous prend comme ça, qui nous fait mal au cerveau dans cette écriture qui est simplement magnifique et dans cette érudition littéraire. Et puis, mais dans les dialogues, on rentre dedans, c'est fluide. C'est fluide, ce n'est pas lourd, ce n'est pas péteux, ce n'est pas capricieux comme écriture, c'est simplement magistralement écrit, c'est simplement fluide. Ce garçon a du talent. Ce livre est extrêmement bien écrit et surtout, c'est pour ça que je voulais. C'est un livre qui nous appelle à réfléchir et surtout, c'est un livre qui nous émeut. Il y a la rencontre entre euh, Ndéné et la maman de celui dont on sort le corps est extrêmement bouleversante. Là, je dirais, c'est larmoyant, c'est assez rare pour être souligné chez l'auteur. C'est pas gnangnan, mais c'est très larmoyant. C'est vraiment la séquence émotion hollywoodien, mais c'est vraiment très 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 bien fait. Cette mère est touchante dans son courage, dans sa puissance. Euh, cette partie est écrite de manière un peu, je sais pas, j'ai pas extrêmement aimé ces passages un peu languettes, mais c'est vraiment le seul bémol. Ah oui, un autre des rares bémols que j'ai noté, les atermoiements, sans vous tuer le suspense, sans vous tuer le roman, les atermoiements à un moment de Ndéné sur sa nature, je trouve, viennent amoindrir le sens de sa révolte. Je pense que l'auteur aurait pu se dispenser, mais qui suis-je pour pouvoir oser dire à un auteur ce qu'il doit écrire, aurait dû se dispenser de... Voilà, on aurait peut-être aimé un Déné qui reste figé, immuable, irréductible, un roc de son hétérosexualité. Si je vous dis juste ça. Juste un petit extrait encore avant d'arrêter cette chronique qui est beaucoup trop longue d'ailleurs, parce que ce livre est extrêmement bien écrit et c'est magistral ce roman. Parle tellement bien de ce sujet que c'est magistral. Juste un petit extrait. Un étrange silence, lourd comme un reproche, succéda à la déclaration de l'étudiant. J'avais envie de répondre aux élèves, comme Proust le fit à Sainte-Beuve, qu'il y avait deux hommes chez un écrivain. L'homme ordinaire, celui qui arrive en retard, fait la lessive, relève le courrier, rate ses plats, promet qu'il ne boira qu'un verre ou qu'il sera à l'heure. Le moi social donc, et l'artiste, le moi profond, celui qui crée, travaille à dire le monde, cherche en lui la beauté, quitte à fouiller la laideur. Chez Verlaine, j'aimais le poète, l'homosexuel m'importait peu. Mais je savais que ma réponse semblerait absurde aux étudiants. Ils ne réussiraient jamais à admettre que Verlaine ait été un homosexuel. Ils le lui reprocheraient toujours. Je les comprenais. La culture, l'éducation, les valeurs qu'on leur avait inculquées les avaient conduits à refuser de fermer les yeux sur les homosexuels, Verlaine ou autres. Verlaine a eu des relations homosexuelles. Les élèves ne pouvaient l'accepter. Ils n'iraient jamais au-delà de ce fait si grave à leurs yeux. Ils ne verraient jamais la beauté de la poésie de Verlaine, puisque sa personne était impure. Dans ce pays, Proust a tort, éternellement tort, et Sainte-Beuve a raison. Il était inutile d'essayer de faire admettre à mes étudiants que Verlaine, l'homme, qui s'adonnait à l'homosexualité, était différent de Verlaine, le grand poète. Pour eux, pour leurs parents, pour tant de gens dans ce pays, cette distinction était absurde. Un homme n'est que ce qu'il fait. Une
part forte de notre culture était fondée sur ce principe de non-distinction. Je savais que je n'arriverais pas à différencier les Verlaine. Les élèves ne le verraient jamais que dans son unité. Il exigeait son unité, celle d'un homosexuel qui avait écrit des poèmes où l'homosexualité était présente. Des poèmes dangereux donc. Le pire était qu'ils avaient peut-être raison de ne pas vouloir le diviser. Je pouvais concevoir qu'on ne scinde pas un artiste, qu'on le prenne tout entier dans ce qu'il était. Mais nous ne tirerions pas les mêmes conséquences de cette manière de voir. De purs hommes, de Mohamed Bougarsar, est un pur moment de bonheur littéraire. Découvrez ce livre et surtout, découvrez cet auteur. C'est son 3e roman. Je le dis, je le répète. Même si l'étoile de la MSN n'est plus aussi brillante qu'il y a 3 ans, 2 ou 3 ans, ce garçon fait partie aujourd'hui c'est un des porte-étendards de la littérature africaine. À l'époque, je disais future, maintenant je dis présente. Il y a des valeurs sûres, des Sami Tchak, des Rarama Nana, des gens qui sont là. Et ensuite, il y a des Bougarsar, Mohamed Bougarsar, des purs hommes à lire très très vite.